2007. Alors que le Wonder Woman de Joss Whedon et le film Flash de David S. Goyer sont successivement annulés, un premier projet de long métrage, Justice League, voit le jour, avec à sa tête le George Miller de la saga Mad Max. Après plusieurs déconvenues plus ou moins importantes, allant de la grève des scénaristes à de gros soucis de localisation pour le tournage, originellement prévu puis finalement interdit en Australie, Justice League Mortal sera avorté. L'idée de réunir sur grand écran les héros majeurs du roster DC attendra de voir passer les succès de la trilogie Dark Knight et l'échec cuisant de Green Lantern avant de refaire parler d'elle avec le Man of Steel de Zack Snyder en 2013, puis BVS en 2016, qui se voudra l'introduction à l'univers cinématographique partagé DC. Le tournage débute en avril 2016 et devient progressivement un enfer de prod avec d'un côté la vision sombre et pessimiste du réalisateur Snyder et de l'autre la volonté ferme des studios à vouloir édulcorer et adoucir au possible cette même vision, remise en doute depuis le récent échec critique de BVS. En mai 2017, alors en pleine post-production, Snyder décide de quitter définitivement son film à la suite du suicide de sa fille Autumn, laissant les manettes à Joss Whedon, réalisateur des colossaux Avengers 1 et 2 pour Marvel, choisi pour le remplacer. Junkie XL sera remercié par la Warner Bros et remplacé au pied levé par Danny Elfman pour l'OST. 2 mois et 25 millions de dollars supplémentaires sont alloués au reshoot pour terminer le film, incluant Henry Cavill et sa fameuse moustache interdite de rasage par la Paramount Pictures, pour qui il tourne alors le nouveau volet de Mission Impossible. Cela forcera les équipes en charge des effets spéciaux à effacer numériquement la pilosité faciale de Superman au montage, pour un résultat vivement critiqué plus tard. La durée de la version finale est rabotée, passant de 180 minutes à 120 sous la décision du chairman Kevin Tsujihara afin de maximiser le nombre de projections en salle. Malgré tous ces contretemps, la sortie n'est pas repoussée, autre décision de Tsujihara, désireux de toucher l'intégralité de ses bonus financiers en cas de non-retard, et le film sort, dans la panique et la précipitation, en novembre 2017. La réception est désastreuse, les critiques assassinent, qualifiant le produit comme d'une créature de Frankenstein difforme et indigeste. Justice League, après avoir coûté la somme record de 300 millions de dollars, n'en rapporte que le double, ce qui est un désastre pour un projet de cette envergure, qui finira par rentrer dans l'histoire du cinéma américain, mais clairement pas pour de bonnes raisons. Et aujourd'hui le Harry puisque nous allons parler de Justice League, sorti en 2017, réalisé par Zack Snyder, co-réalisé par Joss Whedon, le film qui nous raconte comment Wonder Woman, Batman, Flash, Cyborg et Aquaman s'unissent pour tenter de contrer l'invasion extraterrestre de Darkseid, menée dans le film par son adjoint Steppenwolf, qui essaye d'unir les Mover Boxes qui sont présentes sur Terre afin de se faciliter la tâche. Donc on a la Justice League qui se forme un petit peu dans l'urgence, dans la panique. Superman est mort et donc ils vont essayer, afin de s'aider au mieux dans cette lourde tâche qui les attend, ils vont essayer, ces membres de la Justice League qui sont débutants pour certains d'entre eux, ils vont essayer de faire revenir à la vie Superman, voilà, Kal-El. Voilà pour le résumé rapide du film. Quel rapport j'entretiens avec ce film ? Eh bien, un rapport difficile. C'est-à-dire que j'ai attendu Justice League comme le Messie pendant des mois et des mois. On pourrait même dire que c'est le film que j'attends depuis que je suis enfant finalement, hein, parce qu'enfin avoir un film, au cinéma je parle, avec la réunification de Batman et Superman, plus les autres, mais moi... je fais le focus surtout sur Batman et Superman, puisque ce sont mes deux préférés, vous le savez. Avoir enfin cette réunification et les voir coopérer face à une menace extrêmement importante, c'est quelque chose qui me botte clairement, quoi. Et du coup, Justice League, c'était le premier film qui allait nous proposer ça. Donc j'attendais ce film comme le Messie. Jusque-lors, le DCU n'était pas complètement catastrophique, c'est-à-dire qu'on avait eu un Man of Steel qui était franchement bon. On avait eu un Batman vs Superman en demi-teinte. Ensuite on avait eu Suicide Squad, je ne vais pas en parler parce que c'est mauvais, et puis Wonder Woman qui était clairement bon. Donc du coup le DCU avant la sortie de Justice League n'était pas complètement catastrophique, et j'attendais ce film pour venir le sauver et le remettre sur des bons rails, ce DCU.
Et le problème, c'est que ça a été la catastrophe. C'est-à-dire que Justice League, quand ce film est sorti et que je l'ai vu, j'ai eu l'impression qu'on retirait la carte, tu sais, qui a fait s'écrouler toutes les autres quand tu essayes de construire un château de cartes. Tu as retiré la carte, celle qui a fait tomber toutes les autres. Et j'ai vraiment eu cette impression de voir quelque chose qui s'effondrait et qui serait plus du tout récupérable par la suite. Voilà. Et quand je le vois encore aujourd'hui, je l'ai vu 3 fois ce film. Je l'ai vu une fois au cinéma et 2 fois, donc depuis que j'ai acheté le Blu-ray. Aujourd'hui, c'était la 3e fois que je le voyais pour faire cette review, et à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'on me poignarde un coup de couteau en plein cœur, quoi. C'est une impression de gâchis. Et je fais encore partie de ceux qui, en 2019, soit 2 ans après la sortie de la version classique au cinéma, je fais partie de ceux qui attendent encore le Snyder Cut. Voilà. Je ne vais pas aller jusqu'à dérouler des banderoles sur des conventions ou essayer de diriger un mouvement social pour faire... pour faire plier les officiels de la Warner Bros. Mais parce qu'il y a des fanatiques qui s'amusent à faire ça, mais moi ce serait pas du tout mon genre, hein. J'ai une vie à côté, donc rien à foutre. Mais voilà, je fais quand même partie de ceux qui espèrent voir un jour cette Snyder Cut, qui fait encore parler d'elle aujourd'hui. Voilà, et on va passer au point positif. Séquence d'introduction de Batman sur les toits de Gotham. Il essaye d'arrêter un criminel qui s'enfuit par les toits, il le capture et en fait il s'en sert comme appât pour attirer un paradémon. J'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de cette scène. On a des toits, on a des bâtiments, des vieux bâtiments avec des châteaux d'eau en plein milieu, tu sais, des vieux bâtiments en pierre, on a la fumée qui s'échappe des toits. Mais j'aime bien le jeu de lumière avec les néons. Les enseignes lumineuses et je sais pas, il y a une vraie ambiance comic book movie dans cette scène. J'ai beaucoup apprécié cette scène. On va dire que ça fait très Batman, quoi. Et cette scène, elle fait beaucoup plus Batman à elle seule que les 3 films de Nolan, que j'adore, hein, mais qui n'ont pas cette ambiance un petit peu fantastique. Voilà, et du coup j'aime beaucoup cette scène pour ça. Ça fait très Batman, ça fait très comic book movie pour le coup. J'ai bien aimé le petit message laissé par Joss Whedon sur la pancarte du clodo dans la séquence d'intro du film, dans le générique d'intro. I tried, j'ai essayé. Voilà. Le petit message de Joss Whedon qui a récupéré le projet en cours de route et qui a essayé de faire ce qu'il pouvait dans le temps qui lui était imparti pour ne pas que le film soit une catastrophe. Mais bon, il s'est foiré, tout le monde s'est foiré, c'est pas... Moi je ne mets aucunement la faute sur Joss Whedon ou sur qui que ce soit. Ce film est un échec de groupe, clairement. Que ce soit aussi bien de la part des officiels de Warner Bros, du script de base qui n'était pas forcément bon, du rattrapage de Joss Whedon qui n'était pas bon non plus. Il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que ce film est devenu un échec et est mauvais, mais c'est un échec de groupe, hein. On peut pas mettre tout sur le dos d'une personne, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Il y avait Ben Affleck aussi qui n'y croyait pas dans ce film. À aucun moment, le mec nous sort un vrai jeu d'acteur. Enfin, donc vous voyez, c'est plus compliqué que ça en a l'air. On a quand même des plans iconiques dans ce film. On a Wonder Woman sur la statue de la justice, ça c'est cool. On a Batman face au paradémon qu'il vient de capturer et de plaquer au mur dans la séquence d'intro dont je viens de vous parler. Quelques plans iconiques, mais il n'y en a pas beaucoup. Malheureusement, il n'y en a pas assez pour un film qui s'appelle Justice League. On reviendra là-dessus dans les points négatifs. Donc il y a des petits mouvements de caméra comme ça qui sont assez cool, des petits plans qui sont assez cool. La scène de banque, donc ça c'est la scène d'introduction de Wonder Woman, où on la voit arrêter un braquage et une tentative terroriste de faire exploser un quartier tout entier. C'est sympa. Non, tu vois Diana dans ce qu'elle est capable de faire, elle protège des civils. Il y a une image qui m'a marqué quand même, tu vois, j'ai revu le film ce soir là. Il y a un truc qui m'a plus marqué que les 2 premières fois où je l'ai vu, c'est qu'il y a quand même des scènes encore un petit peu choc, tu vois. Au début du film en tout cas, tu as le terroriste, le chef des terroristes qui braque la foule. Donc on a des gens, des civils qui sont apeurés et qui sont à genoux, quoi. Et il leur tire dessus à la Kalachnikov. Forcément, Wonder Woman arrive et dévie toutes les balles avec ses bracelets, mais pour le coup, il est en train, le terroriste tire sur des civils sans défense au fusil d'assaut. Et ça, j'ai trouvé que cette image était assez choc finalement. Et c'est le genre de truc que j'ai envie de voir dans un film de super-héros et qu'on ne voit plus du tout malheureusement maintenant. La petite séquence où Barry fait la queue pour aller au parloir, à la prison de Central City, pour aller parler à son père derrière le parloir. Il fait la queue, il se présente au guichet, et tu as une espèce de caïd qui vient lui casser les couilles, et puis il lui dessine des lunettes, une fausse moustache sur la gueule, à la super vitesse. Ça c'est cool, ça c'était sympa.
La séquence de Steppenwolf qui vient essayer de voler la Mother Box à Themyscira, protégée par les Amazones. J'aime beaucoup cette scène, voilà, ça fait épique, quoi, tu vois, des Amazones qui à cheval essayent d'éloigner la Mother Box et qui sont poursuivis par les paradémons, par Steppenwolf en personne, et c'est cool, voilà. Franchement, cette scène-là entière, elle est plutôt bien foutue. J'ai pas grand-chose à lui reprocher, si ce n'est, vous voyez, il y a un petit peu de négatif dans les points positifs, hein, donc ça t'annonce quand même la couleur du film. Si ce n'est que Steppenwolf, il est dégueulasse, cet ennemi. Il ressemble à rien, il est pas beau, il est anti-charismatique au possible. Il est clairement oubliable. Donc c'est vrai que dans cette scène, si on avait eu un ennemi, un méchant plus charismatique, ça aurait rendu encore mieux. Là, malheureusement, le problème de la scène de Steppenwolf à Themyscira, c'est en grande partie Steppenwolf le problème. Point positif, la séquence Amity, entre guillemets, avant le grand combat final. Donc tu as les membres de la Justice League qui sont dans le vaisseau de Bruce Wayne, qui se dirigent en Russie pour affronter Steppenwolf. Et là tu as Aquaman qui est le cul posé sur le lasso d'Estia et qui du coup débite les cas de vérité à l'ensemble de l'équipe. Et cette séquence est marrante, tu vois. Ça c'est sympa. Tu vois, j'aime bien ce genre d'humour. Ça permet de renforcer la cohésion du groupe. Tu vois qu'ils commencent à être soudés. Sur ce combat final, on a un magnifique ciel rouge apocalyptique. C'est très beau, le visuel est franchement superbe. C'est dommage que le final soit pas du tout mémorable. Parce que le contexte était là, quoi. Je veux dire, au niveau du visuel, c'est super beau. La photographie, elle est propre. Tu vois que c'est vraiment Snyderien pour le coup. Et le problème, c'est que le final, il est pourri, quoi. On va en parler plus tard dans les points négatifs. Dernier point positif du film, l'utilisation du super souffle par Superman. Parce que le super souffle, il a fallu attendre 3 films pour le voir. Et je trouve ça dommageable. Point négatif. La liste est longue. Premier contact avec le film. Avant même la première image du film, la musique. Danny Elfman. Bon, moi je savais que ça allait être de la merde parce que comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, je l'avais déjà entendu l'OST complète avant d'aller voir le film, je savais que ça allait être de la merde. Danny Elfman nous livre un travail bâclé, alors il a peut-être pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Il y a cette excuse qui ressort souvent, comme quoi Danny Elfman, il a été invité sur le projet au dernier moment, dans l'urgence, il a dû composer la bande-son quasiment en quelques heures, en quelques jours, et du coup c'est pour ça qu'il s'est contenté de livrer un truc. C'est juste une orchestration d'accompagnement, comme j'expliquais, il n'y a aucun thème épique qui ressort, il n'y a rien. Cette excuse est à moitié valable. Pourquoi je dis à moitié valable? Parce que le mec, on lui a demandé de bosser dans l'urgence, il n'a pas pu livrer son meilleur travail. De toute manière, pour moi, Danny Elfman, il est mort depuis... Quel est le vrai dernier bon film qu'il a fait musicalement? Charlie et la chocolaterie? Peut-être. J'en vois pas d'autres. Mais pour moi, Danny Elfman, ça fait des années qu'artistiquement parlant, il est mort. Hein, depuis le début des années 2000, clairement. Et du coup, pour moi, c'était pas forcément une bonne nouvelle de le voir rattaché au projet. Surtout de remplacer Hans Zimmer et Junkie XL. Junkie XL qui... Je sais pas, c'est un peu la flèche montante, quoi, depuis Mad Max Fury Road. Et du coup, la musique est pourrie tout au long du film, il n'y a rien. C'est une bouillie, il y a des trucs complètement what the fuck. Le mec reprend le thème de Batman et le thème de Superman, donc son propre thème de Batman de 89, le thème de John Williams sur Superman de 78, il les modifie. C'est des thèmes qui sont à la base épiques dans leur version originale, mais qui là sont tellement mélangés dans plein d'autres trucs qu'ils ressortent même pas ces thèmes. On les entend, tu tends une oreille, tu entends le thème de Batman en sourdine, mais c'est nul. C'est des thèmes qui sont épiques, alors soit tu choisis de les réutiliser et tu le fais bien, fais-le à fond. Si tu choisis de réutiliser des thèmes épiques, fais-le à fond, rends-les épiques une nouvelle fois. Mais te contente pas de prendre un truc et puis tu le mélanges dans une espèce de bouillie infâme là et du coup ils servent à rien. De toute façon la bande son elle est à l'image du film, hein. C'est une créature de Frankenstein ce film. Tu as la vision de plusieurs mecs qui ont bossé sur le projet. Je sais pas, le travail était déjà à moitié fait. Hein. Si tu prends Man of Steel, BVS et Wonder Woman, tu as déjà des thèmes qui sont déjà là, qui sont iconiques. Le thème de Wonder Woman, qu'il a repris ici, mais sans la guitare électrique, c'est pas pareil, quoi. Je suis désolé, c'est nul, c'est plat. Mais je veux dire, le thème de Wonder Woman était déjà là, donc t'avais plus qu'à le reprendre. Le thème de Man of Steel, hein, les deux, le thème de Clark Kent et le thème de Sup de Man of Steel, je suis désolé, ils sont putain d'épiques, ces thèmes-là, il avait juste à les reprendre. Et puis le thème de Batman de BVS, il existait déjà. Alors il est peut-être moins bon, le thème de Batman de BVS est moins bon que le thème de Batman de Danny Elfman du film Tim Burton, on est d'accord. Seulement,
Là, on est dans la saga BVS, on n'est pas dans la saga Batman 89. Le problème, c'est que Daniel Elfman, il a un ego surdimensionné, ça le faisait chier de reprendre le thème de Batman de Daniel Elfman, de Hans Zimmer, pardon, je me mélange, parce que pour lui, c'est le vrai thème de Batman, pour Daniel Elfman, c'est le sien. Voilà. Pour lui, il en conçoit aucun autre. Ouais, mais en fait, ferme ta gueule. Je veux dire, là, t'es rattaché à un projet qui ne t'appartient pas, qui fait partie d'une saga complète, utilise ce qui a déjà été fait dans la saga, en plus. En plus, tu as l'excuse comme quoi on te demande de travailler dans l'urgence. Donc tu as cette excuse, tu as ce luxe de pouvoir sortir l'excuse de j'ai repris les thèmes de Man of Steel, de BVS et de Wonder Woman sans plus y travailler que ça parce que j'avais pas le temps. Voilà, j'aurais préféré ça. Du coup, ça m'a niqué le film. La musique, ça m'a clairement niqué le film. Bon, je vais pas revenir sur le moustache gate. Le fait que Cavill avait une moustache et que voilà, vous connaissez l'histoire. J'ai pas envie de revenir là-dessus en fait. Voilà. Séquence d'introduction du film. Superman, qui est filmé au téléphone par des gamins. Il vient de sauver des gens d'un immeuble en feu, je crois. Enfin, il vient de sauver des gens d'une catastrophe en ville. Il est interviewé par des gamins. Et une fois de plus, on ne voit pas Superman en action. Voilà, on ne voit pas Superman qui a sauvé les gens de l'immeuble en feu. Voilà, donc ça fait 3 films Superman, on n'a pas vu une seule fois Superman sauver des gens. Ou alors quelques bribes dans BVS, c'est tout. Ça m'emmerde aussi. Tiens. Bref, point négatif. L'introduction du film, je te parle de la séquence musicale, le générique de début, où on te fait comprendre que le monde est en proie à l'insurrection depuis la mort de Superman et que le monde n'a jamais été aussi cruel que depuis la mort de Superman. Et comment on te fait comprendre ça? En te montrant un skinhead qui tape dans un panier de fruits devant une épicerie arabe. Voilà, entrez-vous. Voilà. Comment tu veux, non mais sans déconner, comment tu veux... Tu vois, c'est le même problème que j'avais avec le film Wonder Woman. On parle de la Première Guerre mondiale, la boucherie, la guerre la plus horrible qui est... Toutes les guerres sont horribles, mais la Première Guerre mondiale, c'était clairement une grande boucherie, hein, c'est son surnom. Et on te montre rien, on te montre que dalle, on a ces petits stous en fait, voilà, on te parle de la guerre mais on te la montre pas et ça m'énerve. Et ben là on te parle du fait que ce soit la merde dans le monde, mais on te le montre juste par un mec qui renverse des oranges dans une rue. Sans déconner, mais vous foutez de la gueule de qui? Il y a des incohérences sur des personnages qui sont clairement out of character avec ce qu'on connaît d'eux dans les comics. Alors déjà, Arthur Curry qui explique à Bruce Wayne qu'il en a rien à foutre des problèmes de la Terre en fait. C'est un gars de l'océan, lui la Terre, il en a rien à foutre. Il te le dit à un moment, il dit on fout. Ah bon? Pourtant dans le film Aquaman qui se passe après Justice League chronologiquement parlant, c'est l'inverse. Aquaman n'en a rien à foutre d'Atlantide, parce qu'Atlantide l'a rejeté, et il est sur Terre. Donc en fait, il s'occupe des problèmes des terriens. Donc tu vois, il y a des trucs, c'est incohérent comme ça. Barry Allen, ah oui, puis alors concernant Aquaman aussi, tu as une séquence où il boit de manière badass une bouteille de Sky ou de vodka ou je sais pas quoi. Il retourne dans l'océan, mais avant de plonger dans l'océan, il balance sa bouteille dans l'eau. Tu regardes le film, Aquaman qui balance, il finit sa bouteille de whisky, il la balance dans la mer. Alors, une bouteille en verre, c'est pas ce qui pollue le plus. Voilà, c'est pas comme s'il balançait des bouteilles de plastique, le gars. Ok. Mais ça donne vraiment cette image que la mer, c'est une poubelle. Voilà. Comment Arthur Curry, dans cette saga, considère l'océan. Il balance ses bouteilles, il balance ses déchets. C'est une poubelle, on balance... Tu vois, c'est out of character, je suis désolé. Barry Allen. Donc on voit rien de ce personnage, on voit pas l'origine story de ce personnage et ça m'emmerde quand on me présente un gars sans me montrer l'origine story, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de voir un film de super-héros. Voilà, lui c'est lui, tu sais qui c'est Flash, on s'emmerde pas à t'expliquer qui c'est. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche les gars, c'est pas comme ça que ça marche, je suis désolé. Moi je sais peut-être qui est Flash, mais pas dans cette saga-là, parce que des Flash, il y en a combien? Combien qu'il y a eu de versions de Flash? Jay Garrick, Barry Allen, il y a eu Bart Allen, il y a eu Wally West, il y a des Flash, il y en a des Green Lantern, il y en a combien? Enfin bref. Au bout d'un moment, tu peux pas te contenter, quand tu fais un film de super-héros, d'introduire un super-héros en te contentant de dire, voilà, lui vous le connaissez, vous avez lu 2-3 bouquins sur lui, on va pas revenir... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le principe des super-héros, c'est qu'il y a un multivers qui est créé. Enfin, il y a un multivers, et le multivers, ça veut dire qu'il y a plusieurs versions alternatives des personnages. Le Batman de Terre 1 n'est pas le Batman de Year One de Frank Miller. Voilà. Tu vois, c'est pas du tout le même Batman, en fait. Et du coup, à partir de là, quand tu crées une saga
au cinéma en utilisant des personnages, tu utilises les canons des personnages, c'est-à-dire que Batman, tu utilises toujours la même origin story, pour Superman, tu utilises toujours la même origin story, mais il y a des variations, et c'est ça qui fait la différence entre les versions des personnages. Et moi, quand on me présente un personnage en me disant, ça c'est Flash, tu connais, c'est Barry Allen, hop, pas besoin de te raconter quoi que ce soit sur lui. Bah non, ça marche pas comme ça, surtout que ce Barry Allen-là, à ce compte-là, si tu veux jouer à ça, me mettre un personnage sans prendre la peine de m'expliquer qui c'est, si tu veux jouer à ça, tu me prends la version canonique du personnage la plus connue. C'est-à-dire que Barry Allen, comment est-ce qu'il est devenu Flash? Un soir où il travaillait au labo, parce que à la base Barry Allen c'est un policier qui travaille pour la police scientifique de Central City. Et un soir, alors qu'il fait des heures sup tout seul dans le labo du commissariat où il travaille, quoi, il y a un éclair qui le frappe, et Flash, Barry Allen tombe sur une étagère qui est, comment dire, tombe sur une étagère où il y a plein de fioles de produits chimiques, et les produits chimiques recouvrent l'intégralité de son corps. Donc effet produits chimiques plus éclair, ça fait de lui Flash. Voilà, ça c'est la version canonique de Barry Allen. Comment Barry Allen est devenu Flash? Jay Garrick, c'est un accident quasiment similaire, mais c'est avec de l'eau lourde, je crois. Barry Allen, donc c'est les produits chimiques et ça, et quasiment tous les autres personnages qu'on suivi, c'est également la même origin story. Bref, là, on t'explique que c'est Barry Allen, on ne prend pas le temps de t'expliquer d'où il vient et comment, voilà, on te dit juste qu'il a eu un accident avec des orages, mais par contre, à la fin du film, enfin même pas à la fin du film, dès le début du film, tu apprends qu'il n'est pas du tout policier scientifique à Central City. Donc en très gros, c'est comme si je te disais, voilà, ça c'est Batman, je l'utilise dans mon film, je réécris pas ses origin story parce que tu connais, c'est Batman, et qu'en fait, au cours du film, tu apprends qu'en fait, ses parents, ils sont pas morts de la même manière, mais on te l'a pas dit. C'est ça que je reproche, tu vois. C'est que ce Flash-là, au final, on sait pas, on sait rien de lui. On sait rien de lui. Dans quelles conditions il a eu son accident, vu qu'il n'était pas flic. Puis ce Flash, on va en parler un peu plus longuement, il est dégueulasse ce Flash, je suis désolé, c'est quoi ce costume pourri, quoi. Alors ils ont voulu lui donner un côté aérodynamique avec un casque de cycliste là, mais putain ça ressemble à rien, quoi. Costume avec des pièces de métal qui sont attachées sur un produit, sur un tissu. Ils avaient expliqué qu'en fait, ils avaient voulu rendre son costume cohérent. Un mec qui court à la vitesse de l'éclair, s'il a un costume en tissu, le tissu serait déchiré tout le temps. Ça s'appelle la suspension consentie d'incrédulité. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux voir un film de super-héros avec Superman qui vole et qui balance des rayons laser avec ses yeux, j'en ai rien à foutre du fait que le costume de Flash ne se déchire pas. Un simple costume en tissu ne se déchire pas à la vitesse de l'éclair. Rien à foutre en fait, rien à branler. Je préfère voir un beau costume, même si c'est incohérent, je préfère avoir un beau costume que ce tas de merde. Là, ça ressemble à rien. En plus, ce Flash, il est pas beau, il est petit, il est pas... Je sais pas, normalement, Flash, c'est un sprinter. Il doit être athlétique, le mec. Il doit être assez grand, assez carré. Le Barry Allen qu'on a dans les comics, c'est pas un minable, quoi. Il est pas ridicule, le gars, tu vois, physiquement, je parle. Hein. Il est athlétique, il est beau gosse, il est baraque... C'est un sportif. Moi, j'ai une image de Flash comme étant le sportif. Pour moi, Flash, c'est le sportif de la Justice League. Avec Batman, certes. Mais tu vois, là, non, c'est un gringalet, quoi. C'est un gringalet qui passe son temps à dire de la merde. C'est un fanboy de Batman. Moi, ça m'emmerde, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ce Flash? Flash, c'est le personnage le plus flingué de toute la JL. En plus de ça, tu vois, une fois de plus, grosse incohérence. Dans le film d'avant, Suicide Squad, dans le film dans lequel on voit Flash juste avant, c'est Suicide Squad, et le film s'ouvre sur Flash qui intervient lors d'un braquage de banque, je crois, et qui arrête le Captain Boomerang. Voilà. C'est-à-dire que le mec est un justicier finalement. Dans Suicide Squad, Flash est un justicier. Là, il te dit que non, en fait, tout ce qu'il fait, c'est il pousse des gens et il se barre parce qu'en fait, il a peur des répercussions. C'est une chiotte. Et dans le Suicide Squad avant, donc ça se passe avant, on me dit que c'est un justicier. Il faudra accorder vos violons, parce que là, ça fait déjà deux grosses incohérences entre ça et Arthur Curry qui renie la Terre, alors qu'en fait, non, dans Aquaman, c'est l'inverse, il renie l'océan. Enfin, il renie Atlantide, on va dire. Tiens, on va parler des villes. Parce qu'il y a trois villes dans ce film. Et au final, t'as l'impression d'en voir qu'une. Gotham City, Metropolis, Central City. Central City, c'est la ville de Flash. J'avais déjà évoqué le fait que dans BVS, il n'y a aucune différence entre Gotham City et Metropolis visuellement et que ça m'emmerde parce que ce sont des villes qui doivent avoir des identités bien marquées. Je vais pas revenir là-dessus, je radote. Comme un vieux con, je rabâche.
Une fois de plus, démonstration qu'il n'y a aucune inspiration et aucun talent artistique de la part de certains mecs qui travaillent sur ce genre de projet. Central City. Central City, dans les comics, elle n'a pas de particularité, cette ville. C'est une ville américaine. Voilà. Contrairement à Metropolis, qui est une ville vachement futuriste, très moderne, ultra moderne, et Gotham, qui est une ville repliée sur le passé. Mais c'est vrai que dans les comics que j'ai lus de Flash, en tout cas, Central City, il n'y a pas de truc qui la démarque des autres villes américaines. Et bien, justement, soyez intelligents. Moi, personnellement, j'aurais fait de Central City dans ce film-là une ville plate, avec pas beaucoup de grands bâtiments en hauteur, tu vois ce que je veux dire, une ville qui soit assez plate, ville de campagne, grande ville, mais de campagne, mais voilà, je veux dire pas au bord de la mer, ou une ville dans un champ, ville immense, parce que ça reste Central City, c'est pas un village, quoi. Et j'aurais fait, cette ville, en fait, je l'aurais imaginé avec des grandes routes très très larges, et en serpent. Pour évoquer un circuit de Formule 1. Voilà comment j'aurais fait Central City. En fait, je me serais inspiré d'un grand circuit de Formule 1 et j'aurais fait la ville, j'aurais dessiné la ville comme ça, les plans de la ville comme ça. Ville plate avec pas de bâtiments en hauteur, très peu, et des grandes routes extrêmement larges et voilà, qui évoqueraient la Formule 1, qui évoquerait les courses sportives. Parce que voir Flash évoluer dans une ville comme ça, ça pourrait être cool, tu vois. Là, non, c'est juste une ville comme Gotham City, comme Metropolis, qui n'ont pas d'identité. Donc ça m'emmerde. Après, on va passer au personnage de Cyborg. C'est un peu décousu, hein. C'est vrai que c'est un film qui n'est pas facile à structurer dans la critique, parce qu'il se passe plein de choses, il y a plein de personnages, donc c'est un peu le bordel. Cyborg, pas d'origine story. On dit juste que le mec a eu un accident et que son père l'a retapé avec 2-3 bouts de métal et un programme informatique. La seule origine story que tu as de lui, c'est la séquence de 10 secondes que tu as dans BVS. Bon, ça fait déjà 2 personnages qui sont plus Aquaman, du coup 3 personnages dans ce film sur 7, même pas 7 sur 6, qui sont introduits au forceps. Pas d'origine story. T'as intérêt à avoir lu un comics dans ta vie, sinon bah t'es baisé, tu sais pas ce qui se passe. D'autant plus que les premières bandes annonces nous montraient Victor Stone avant l'accident, quand il était encore footballeur professionnel. Moi j'aurais voulu voir ça, j'aurais voulu voir Victor Stone, footballeur professionnel, qui rentre chez lui en bagnole après un match, qui a son accident et qui est transféré d'urgence à l'hôpital, qui est récupéré par son père et son père l'emmène dans le laboratoire pour lui sauver la vie. Voilà, j'aurais voulu voir tout ça, je suis désolé, ça aurait peut-être pris un peu plus de temps, le film aurait été plus long, mais merde, on a un film de 120 minutes. Alors que normalement ça aurait dû être un film de 3h, 3h30. Putain. Donc moi j'aurais voulu voir l'origine story de Cyborg, bordel. Donc tu peux pas couper des choses comme ça, sans déconner. En parlant de Star Labs, le laboratoire dans lequel travaille le père de Victor Stone, Silas Stone. Tu as un balayeur, un mec qui s'occupe du nettoyage, qui se fait buter ou plutôt capturer par un paradémon. Donc tu vois le balayeur qui est attiré par des bruits bizarres, donc il arrive dans une pièce. Et là, il voit le paradémon, et tu vois même pas le paradémon. Mais le paradémon se retourne, voit le balayeur, et hop, on coupe la scène. Voilà. On coupe la scène alors qu'on aurait voulu voir ce qui se passe, tu vois. Bah non. Il y a plein de choses comme ça dans ce film qui sont coupées, parce qu'en fait, il faut pas montrer trop de violence. Donc là, plutôt que de voir le balayeur soit se faire tuer par le paradémon, soit se faire capturer de manière assez violente, et ben on préfère couper, on montre rien. Donc du coup, on sait même pas ce qui lui arrive au gars. C'est après, t'apprends par une interview de sa femme qui est donnée à la télé que le gars il s'est fait capturer. Et en plus de ça, cette séquence qui devrait être quand même un petit peu dramatique, il devrait y avoir un petit peu de tension. Je veux dire, t'as une femme qui parle à la télé et qui dit que son mari s'est fait enlever par un extraterrestre. Et la meuf, elle tourne ça en dérision en rigolant, elle tourne ça en dérision en parlant de sonde anal, enfin voilà. Je veux dire, là, t'as clairement le truc que je déteste dans les films de super-héros, c'est quand on tourne tout en dérision. Moi, j'aurais préféré voir sa femme qui pleure, qui dit rendez mon mari, machin et tout, plutôt que de voir une beauf là qui. Ouais, je suis sûr que les extraterrestres lui ont fait un truc anal, je sais pas de quoi elle parle là, mais ça me casse les couilles, putain, je te jure, ça me casse les couilles. Et j'ai clairement l'impression qu'il y a l'ombre du Comics Code Authority qui plane sur les films maintenant, tu vois. C'est-à-dire qu'à une époque, dans les comics, on pouvait rien faire parce qu'il y avait le Comics Code Authority qui cassait les couilles, le comité de censure,
qui était intransigeant, et j'ai l'impression que maintenant, bah, c'est le cas pour le cinéma. Mais vraiment, hein, c'est l'impression que j'ai, quoi. Comment je suis censé craindre une menace ou un ennemi dans un film si je le vois pas? Là, je suis censé craindre un paradémon. J'ai vu Batman capturer un paradémon, après je le vois pas le paradémon, je vois un paradémon, je comprends qu'il y a un paradémon qui vient d'enlever, de capturer un balayeur, mais qui n'a pas dû lui faire grand mal parce qu'on le revoit le balayeur, il est en pleine santé. Comment je suis censé craindre un truc comme ça si on me montre rien du tout? Gros point négatif, un des plus gros points négatifs du film, c'est la séquence Seigneur des Anneaux, comme j'aime à l'appeler. Lorsque Diana explique à Bruce Wayne qui est Steppenwolf, d'où il vient, elle lui dit qu'en très gros, Steppenwolf a déjà essayé de venir sur Terre il y a des années en arrière, des siècles en arrière, et qui s'est heurté à une résistance farouche de la part des Terriens, et pas que. Séquence dans laquelle tu vois Zeus, tu vois un Green Lantern, ça c'était cool. Donc tu sais que les Green Lantern existent dans ce monde, mais tu comprends très vite qu'il n'y a aucun Green Lantern terrien. Voilà. Les Green Lantern qui sont en charge du secteur 1428 dans lequel se trouve la Terre, ce ne sont pas des terriens. Donc Hal Jordan n'existe pas encore, mais il y a des Green Lantern. Ok. Donc ça c'est cool de nous le montrer. Franchement, ça fait plaisir. Zeus, enfin voilà, tu vois l'unification des Atlantes, enfin l'alliance des Atlantes et des Amazones pour contrer les armées de Darkseid et Steppenwolf. Séquence épique, Seigneur des Anneaux, grosse bataille, grosse baston. Le problème c'est que cette séquence elle est hachée par le montage parce que du coup elle est entrecoupée de séquences où tu vois Diana qui explique à Bruce Wayne, tu vois, et c'est du flashback. Moi j'aurais aimé que le film s'ouvre sur cette séquence, sans flashback, sans personne qui me raconte ce qui se passe, voilà. Le film s'ouvre, on voit ce qui se passe, bam, écran noir, 200 ans plus tard. Et là on arrive sur le film, tu vois ce que je veux dire? J'aurais préféré que ce soit monté dans cet ordre-là, mais tant pis. Et là pour le coup, la séquence Seigneur des Anneaux qui aurait dû être une des meilleures scènes du film, elle est bâclée par le montage, par la façon dont elle est narrée. C'est juste un résumé tout pourri. Alors que ça aurait pu faire une scène d'introduction de malade. Et puis t'as Diana qui parle de Steppenwolf, elle parle pas une seule fois d'Apocalypse, elle parle pas une seule fois de Darkseid, donc au final, je veux dire, un mec qui ne connaît pas les comics, il sait même pas en regardant Justice League que Darkseid est derrière tout ça. C'est-à-dire qu'il pense, un mec qui ne connaît pas les comics va voir Justice League et il pense que le grand méchant c'est Steppenwolf, alors que non, Steppenwolf c'est juste un larbin. Et c'est pour ça que ça manque d'explication, ça manque de contexte. Alors après on te montre que les Mover Boxes ont été confiés un petit peu comme les anneaux du Seigneur des Anneaux, tu sais, à chaque race. Donc les Atlantes en détiennent une, les Amazones en détiennent une, et les hommes en ont une. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils trouvent de mieux à faire avec la Mover Box? C'est creuser un trou dans un jardin et l'enterrer dedans. Voilà. C'est-à-dire le truc, ça, c'est ce qui peut conduire à la fin de ton monde. C'est-à-dire c'est un objet, c'est pas de la merde, quoi. C'est pas... Et les hommes, ils creusent un trou de 2 mètres dans une prairie, on sait pas où, et ils enterrent la box dedans, terminé, ils se barrent. D'accord. Grosse incohérence. C'est comme si l'anneau unique du Seigneur des Anneaux, l'anneau unique était creusé, enfin on l'enterrait, on le mettait sous un pot de fleurs, sous un paillasson. Voilà. À l'entrée d'une maison, sous un paillasson, hop, on planque l'anneau unique ici. Tu vois, c'est exactement ça, c'est complètement con. D'ailleurs, la boîte mère Atlante, on en parle. La boîte mère qui est possédée par les Atlantes, elle est sous aucune protection en fait. Elle est sous aucune protection. T'as 3 gardes en armure qui sont là avec leurs lances, et c'est tout. Alors qu'on verra plus tard dans le film Aquaman qu'Atlantide c'est une vraie civilisation, il y a des armées entières à Atlantide. Ils sont des milliers les mecs, tu vois. Et là non, t'as 3 connards qui défendent, qui protègent la boîte mère. Donc forcément Steppenwolf il arrive, il la chope, il se barre quoi. Il y a des grosses incohérences scénaristiques comme ça. Putain, merde, c'est pas une babiole, hein. Il y a eu Aquaman qui balance sa bouteille à la mer. On a eu Flash on ne sait pas quel Flash c'est, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment il a eu son accident alors qu'il ne travaillait pas dans un laboratoire. Enfin bref. Et là on a Batman qui fait des blagues. Batman qui a le sens de l'humour. Voilà. Vous pouvez lire n'importe quel comics Justice League. À part peut-être ceux des années 60 éventuellement. Mais je veux dire, dans les comics Justice League post-crisis, et les trucs un peu modernes, même quand la Justice League est réunie, forcément l'ambiance est moins sombre que dans un truc Batman solo, tu vois. C'est vrai que une aventure Batman solo, ça sera toujours plus sombre qu'une aventure de groupe, forcément, parce que c'est... Voilà. Mais quand Batman est en groupe avec la Justice League, c'est pas pour autant qu'il est moins sombre. Il est tout aussi sombre. Le mec,
jamais le mot pour rire, toujours sérieux, toujours concentré sur l'objectif, alors que t'en as qui se permettent des trucs, des petites facéties, tu vois, genre Green Lantern et Flash qui se permettent des facéties, machin, parce que c'est pas leur façon d'être toujours sérieux, ultra sérieux. Mais Batman, même quand il est entouré, il est tout le temps dans son truc, tu vois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là non, sous prétexte qu'il est entouré avec d'autres personnes, et ben du coup il a le sens de l'humour qui se développe. Mais nique ta mère. Donc il fait des blagues, putain d'insecte, voilà. Il se permet des répliques. Il n'y a aucun enjeu dans ce film. C'est-à-dire que on est censé croire qu'il y a des extraterrestres qui vont anéantir la planète et tout, mais au final ils enlèvent des balayeurs dans des laboratoires, ils leur font rien. Ils construisent une espèce d'infrastructure immense en plein milieu de nulle part, au fin fond de la Sibérie, là où il n'y a personne. Comme ça on est sûr que qu'ils mettront en danger la vie de personne, ces extraterrestres. Hein. Si tu as une famille de 4 pécores, là, 4 paysans russes là, qui sont pris au piège, ou pas. Voilà, il n'y a aucun enjeu en fait. Maintenant, dans les films de super-héros, dès qu'il y a un danger, on l'éloigne de la civilisation. On le fout dans le désert comme ça, comme dans Captain Marvel, tu vois. Combat final dans le désert, là, au-dessus du désert, comme ça il n'y aura pas de retombées, il n'y aura pas de pertes civiles à déplorer. Voilà. Ne faites plus de films de super-héros, ne faites plus rien. Ne touchez plus à rien, mec. Putain, c'est long, cette review va être extrêmement longue. Mais en fait, Justice League, c'est la grosse déception du siècle hein, quand t'es fan de comic books movie. Donc, du coup, forcément, il y a des choses à dire, les petits gars. Hein. Je suis désolé, mais je peux pas faire autrement. Hein. La première partie du film, elle est pas excessivement mauvaise. Il y a plein de conneries, tu vois. Mais c'est pas excessivement mauvais. C'est pas encore de la merde complètement, tu vois. Ça en a l'odeur, mais pas encore le visuel, on va dire. Et là où j'ai commencé clairement, là où j'ai abandonné tout espoir, parce qu'il y a un moment dans le film où j'ai clairement décroché, j'y ai cru, jusqu'à la moitié du film à peu près, et là j'ai complètement décroché, c'est le retour de Superman. La résurrection, déjà l'explication ne tient pas debout, Flash qui active la Speed Force pour redémarrer la Moverbox, et comme ça redonne vie, tu sais, c'est un, comment on appelle ça, quand il y a un mec qui fait une crise cardiaque, là, je sais plus. Voilà en très gros. L'idée. Comment on ramène Superman à la vie. Alors que je sais pas, Superman à la base il tient ses pouvoirs du soleil quoi. Il y a peut-être un truc à exploiter avec ça, avec la lumière du soleil. Donc le mec il est... tu vois le corps de Clark Kent sans vie qui est en costume d'enterrement. Et quand il revient à la vie, le mec est torse nu. La magie. Et moi j'aurais préféré voir Clark en costume d'enterrement, tu sais, avec la cravate un peu débraillée là. Voilà, j'aurais préféré voir ce Clark là qui revient à la vie, qui sait pas où il est en costume et tout, plutôt que de voir un mec en slip, enfin pas en slip mais en pantalon, torse nu là. Et le mec est méchant, tu sais pas pourquoi il est méchant. C'est-à-dire que quand il est mort, Superman il était gentil, tu vois, il était, voilà, ça commençait avec le Superman qui sauve les gens et tout, à la fin de BVS, et là, il meurt et il devient méchant. Tu sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. Il redevient gentil quand tu vois Lois. En plus de ça, il n'y a aucune musique dans cette séquence, c'est de la musique de merde de Danny Elfman, alors que moi je m'étais imaginé, avant que le film sorte, je m'imaginais le retour de Superman, tu vois, je me dis dans Justice League quand il va revenir, ça va être épique, il va être là, il va flotter devant la lumière du soleil, tu sais, on va voir juste son ombre avec le soleil derrière, et on va entendre le thème de Man of Steel et tout, il va être épique Superman quand il va revenir. This is what we know. The world has grown darker, and while we have reason to fear, we have the strength not to. There are heroes among us to remind us that only from fear comes courage. That only from the darkness can we truly feel the light. J'avais envie de pleurer quoi quand j'ai vu le désastre là. Pendant cette scène, t'as la Moverbox qui explose là et qui a atterri sur le toit d'une bagnole, qui explose le toit d'une bagnole. La rue est déserte, il n'y a personne. C'est le petit matin et il n'y a personne dans les rues de Métropolis. Il n'y a personne. C'est New York, 6h du matin, il n'y a personne. Tu te fous de la gueule du monde ou comment ça se passe? Personne qui vient assister à la scène alors que t'as des mecs, des super-héros qui sont en train de se foutre sur la gueule.
la Moverbox qui est laissée à l'abandon sur le toit de la voiture. Tout le monde s'en fout parce qu'ils sont en train de se battre contre Superman. Toujours ce fantasme de Superman méchant là, ça m'énerve quoi. Merde, putain. Et du coup Steppenwolf il arrive, il prend la Moverbox, il leur fait un fuck et il se casse. Le fuck c'est moi qui l'ai rajouté, mais en très gros c'était ça la scène. Non mais vous foutez de ma gueule les scénaristes. C'était la grève des scénaristes en 2017 ou comment ça se passe? Non parce que là il y a des trucs quand même, c'est aberrant. Hein. Tiens d'ailleurs durant la séquence où Superman affronte la Justice League, le mec a des pouvoirs télékinésiques. C'est-à-dire qu'il regarde Cyborg et il fait faire plein de trucs à Cyborg. D'accord. On invente des pouvoirs au personnage. Faut attendre 3 films pour avoir le super souffle. Par contre, on se permet d'inventer des pouvoirs au personnage. Ça me retourne les couilles, pour être poli. Toutes les hallucinations qu'avait Bruce Wayne dans BVS, eh ben, elles trouvent aucune réponse ici. Je sais pas pourquoi. Donc il y a plein de trucs qui ont été plantés dans BVS et en fait, on s'en fout, on n'en parle plus ici. Alors vous allez me dire que c'est parce que Zack Snyder a quitté le projet, c'est Whedon qui a repris le truc, donc du coup Whedon n'a pas récupéré. Oui, non, mais en fait c'est un film, c'est un projet, c'est un travail de groupe en fait. Tu vas pas me dire qu'il n'y avait pas un connard de producteur qui aurait pu dire attendez les gars, on a quand même commencé des choses dans BVS, il faudra peut-être les terminer ici, non? Parce que sinon BVS il est incohérent du coup. Du coup ce film rend BVS incohérent. Parce que BVS c'est balance des pistes et au final c'est jamais repris, donc ok, super. Il y a des répliques de merde, t'as genre Superman vient de revenir à la vie et la première chose que lui demande Loïs, enfin la première chose que lui dit Loïs c'est tu sens bon, merde quoi. Bruce Wayne qui fait 2-3 fois la blague à Arthur Curry, tu parles au poisson, c'est bon, une fois, mais puis c'est pas à Bruce Wayne de faire des blagues, je suis désolé. Superman qui s'exclame ah j'aime bien être en vie. C'était la grève des dialoguistes à Hollywood en 2017 ou comment ça se passe? Petite scène où Bruce Wayne se sert un verre de whisky, il entend un à Diana boit un verre de whisky aussi. Je suis désespéré quand je vous dis des trucs comme ça. Après on va me dire oui c'est le Bruce Wayne de Dark Knight Returns qui picole. Non, dans Dark Knight Returns, Bruce Wayne il picole avant de redevenir Batman. Et c'est au moment où il se rend compte qu'il s'est laissé trop aller et que le crime est partout autour de lui et que depuis que Batman n'existe plus, c'est le bordel, qu'il décide de ranger sa bouteille dans un placard et il ressort en tant que Batman. Quand Bruce Wayne est Batman, il boit pas. C'est quand Bruce Wayne cesse d'être Batman qu'il boit. Donc non, l'excuse elle marche pas les gars. Puis Wonder Woman qui boit de l'alcool. La meuf est quand même censée représenter une espèce de une forme de pureté un peu, comment dire, c'est une fille de Dieu quoi, donc Clark qui retrouve sa mère dans les champs de maïs du Kansas à Smallville, mais vu qu'on n'a plus les musiques de Man of Steel, cette séquence est entièrement dénuée d'émotion. Ça aurait pu être cool d'avoir la petite musique au piano, le petit thème de Clark Kent de Smallville, mais on l'a même pas ici. Du coup ça te flingue la séquence. Parce que ça fait pas le pont avec les films précédents. Steppenwolf qui construit une infrastructure de ouf en plein milieu de la Sibérie, comme j'expliquais, mais tout le monde s'en branle. C'est-à-dire que c'est pas assez visible, y a personne, il n'y a pas un hélicoptère de l'armée qui vient en éclaireur voir ce qui se passe, non. Alors que ça devrait se voir sur les images satellites, ce genre de truc, c'est immense, mais non, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en branle, tout le monde le laisse faire. L'armée n'existe pas dans ce film. Aucun pays n'est doté d'une armée à proprement parler. En plus, ça se passe en Russie. Imagine, tu construis un truc comme ça en Russie, ça a beau être en plein milieu de nulle part. Je pense qu'au bout de 2-3 jours, t'as quand même des tanks qui viennent autour, t'encercler. Parce que c'est quand même, voilà, je sais pas, un petit peu de cohérence, les petits gars. Le final, le grand final, c'est de la merde. C'est autant visuellement, c'est sympa, le soleil, enfin le ciel rouge et tout, c'est cool, mais le final, c'est de la merde, ça part dans tous les sens. Il n'y a aucune vraie construction, c'est anarchique, tu sais pas qui fait quoi, pourquoi ils le font. Il n'y a aucune scène mémorable, c'est un final d'un film Justice League, il n'y a pas une scène mémorable que tu te repasses en boucle comme dans n'importe quel bon film de super-héros. Tu vois. Pas d'enjeu, pas de dégâts matériels collatéraux parce que c'est une ville qui est en ruine et en fait ils se battent à Pripyat, tu vois. Pripyat, la ville de fantôme de Tchernobyl. Ils se battent là-dedans. En très gros pour te résumer le truc. Hein. Du coup, pas d'enjeu, pas de perte civile à déplorer, de l'humour pendant cette séquence qui est inutile et téléphonée.
Et puis en fait, tu comprends que si Clark n'était pas revenu aider la Justice League, et ben en fait, ils auraient perdu. Voilà. C'est-à-dire que là, ils se battent même pas contre Darkseid, ils se battent contre le sous-fifre de Darkseid. Il y a quand même Cyborg, Batman, Wonder Woman. Tu vois, c'est quand même pas. Wonder Woman, c'est pas Black Canary, quoi, tu vois ce que je veux dire. Flash, Aquaman, Arthur Curry quand même, c'est pas non plus un guignol. Hein. Et à eux 5, ils arrivent même pas à défaire Steppenwolf. À la limite, Darkseid c'est normal, mais Steppenwolf, juste Steppenwolf, ils arrivent à rien contre lui. Et si Clark n'était pas revenu, ils auraient perdu. Ah bon. Qu'est-ce que ça va être par la suite, hein, quand ils vont devoir affronter des Sinestro, des Darkseid, voilà, comment ça va se passer, quoi. Et puis après, t'as les scènes post-génériques. 2 scènes post-génériques complètement dégueulasses. La première, tu as Clark qui fait la course avec Barry. Et tu regarderas bien le costume de Superman. Là. Ici, là, au-dessus du symbole, il y a les poils qui sortent. Véridique. Ils lui ont même pas dit, va te raser, rase-toi le poitrail, et puis après enfile ton costume, ça fait dégueulasse, quoi. Non. T'as Superman, tu vois les poils qui sortent du costume, ça casse le mythe, je suis désolé, ça casse le mythe, quoi. Cette scène ne sert à rien, en plus on sait même pas qui c'est qui gagne. Normalement c'est Flash qui gagne, hein, très logiquement. Enfin bref, après t'as une scène avec Lex Luthor, dégueulasse, toujours aussi dégueulasse. Je suis désolé, mais le crâne rasé à Jesse Eisenberg, ça ne lui va pas. Voilà. Il y a des gens à qui ça va le crâne rasé. Jesse Eisenberg, ça ne lui va pas. Le crâne rasé, il n'est pas fait pour avoir cette gueule-là. Voilà. Il fallait pas caster cet acteur pour faire Lex Luthor, c'était une connerie. Et là, on le voit avec son crâne rasé et son costard. Ça rend pas bien. Je suis désolé, ça rend pas bien. Et puis, on comprend que c'est toujours le même Lex Luthor qui. Les dieux sont de retour. Oh ta gueule, ferme ta gueule. On voit Deathstroke, c'est cool. Deathstroke, c'est sympa. L'acteur Joe Manganiello, il a une gueule assez sympa. Le problème, c'est que Deathstroke, son seul intérêt, c'est que c'est un extrêmement bon combattant. Deathstroke, il est aussi bon combattant que Batman. Je vois pas l'intérêt de nous montrer Deathstroke qui ne se bat pas. Voilà. À ce moment-là, j'aurais préféré, quitte à introduire Deathstroke, tu le mets dans une arène qui se bat contre 5-6 mecs qui leur met une branlée phénoménale et tu vois Lex Luthor qui applaudit avec son verre de Sky comme ça. Tu vois, Lex Luthor avec son verre de Sky, le vrai Lex Luthor, costard, verre de Sky, 2 gonzesses autour. Tu m'intéresses. Voilà, en très gros, je vais te recruter parce que Lex Luthor, il a envie de monter sa propre ligue. Donc il recrute Deathstroke. T'as vu là comment je t'ai refait la scène post-générique, tu vois, avec Deathstroke qui se bat contre 4 mecs dans une arène et Lex Luthor avec son verre de Sky qui applaudit et qui lui dit « Toi, je te veux dans mon équipe ». Ça a quand même plus de gueule que de voir le mec qui arrive dans un bateau, là, l'autre qui est avec ses 2 putes. « Les dieux sont de retour, est-ce que ça te dirait de faire partie de ma team ?» Qu'est-ce qu'elle est dégueulasse cette scène post-générique, les mecs, qu'est-ce qu'elle est pourrie. Tu vois, je t'ai réinventé la scène, je te l'ai refaite comme ça, sans réfléchir à quoi que ce soit, juste comme ça, je te l'ai balancé, tu vois, ça a plus de gueule. Sans vouloir me lancer des fleurs, ce que je viens de te sortir, ça a plus de gueule qu'un truc qui a été travaillé par une équipe complète pendant des mois. Donc faut arrêter de se foutre de la gueule du monde au bout d'un moment. Hein. Franchement. Puis qu'est-ce qu'il va faire comme équipe Lex Luthor ? Qui c'est qui va recruter ? Parce que en face, je te parle même pas de la Justice League, je te parle juste de Superman. Qu'est-ce que tu fais contre Superman ? Vous avez beau être 50 les mecs, Superman il arrive, il vous souffle dessus, il repart en fait, voilà, terminé. C'est ça qu'ils comprennent pas, c'est comme la Suicide Squad, là, l'autre Amanda Waller, elle veut former une Suicide Squad avec une meuf clown qui a une batte de baseball, un gars qui tire au fusil sniper, un gars qui balance des boomerangs contre Superman, contre des Kryptoniens, mais vous foutez de la gueule, vraiment, hein, je l'ai déjà dit 25 fois dans cette review, mais... La note, 8/20, c'est la même note que j'avais donnée à Green Lantern. Le film, je préfère revoir Justice League à Green Lantern. Voilà, pour être franc, je préfère revoir Justice League à Green Lantern. Mais ça me fait chier que Green Lantern, il ait été saboté comme ça au cinéma. Mais là, ça me fait encore plus chier parce que là, il y a tout le monde qui est saboté dans ce film. Tout le monde. Voilà. Donc c'est encore pire. Mon résumé. Ma conclusion. J'ai marqué dans l'ensemble une première partie sensiblement meilleure que la deuxième. Voilà, c'est mon ressenti. Je m'amuse plus au début du film, si on peut appeler ça s'amuser, que sur la deuxième partie. À partir du moment où Superman revient à la vie, et c'est paradoxal parce que c'est mon préféré, hein, mais bon, voir ce qu'ils en ont fait, ça me retourne toujours les couilles.
Donc dans l'ensemble, une première partie meilleure que la deuxième, mais rien ne sauve l'ensemble du film. Dialogue au ras des pâquerettes, humour téléphoné et dispensable, action aseptisée, aucun enjeu, personnages incohérents, out of character pour certains, une bande son complètement effacée, comme le méchant d'ailleurs, aucune iconisation alors qu'il s'agit de la Justice League. Voilà. C'est un film Justice League, il y a les plus grands super-héros de l'histoire, qu'on aime DC ou qu'on préfère Marvel, peu importe, même si t'es fan de Marvel, tu peux pas renier que Wonder Woman, Superman et Batman, juste ça, la Sainte Trinité, c'est les super-héros les plus emblématiques de l'histoire. Après, je t'accorde Spider-Man si tu veux en quatrième, mais voilà, je veux dire, au bout d'un moment, il y a un ordre à respecter. Et là, on est sur un film Justice League, il n'y a aucune iconisation de fait, il n'y a aucune séquence où tu les vois, ils sont tous là à côté l'un de l'autre. Si, il y en a une, mais c'est mal fait, c'est vers la fin du film, c'est bâclé, il n'y a pas de musique. Je sais pas, un plan épique, tu vois, comme dans le film Avengers, là, c'était cool, la séquence où ils se battent dans les rues de New York, et t'as la caméra qui fait un 360 degrés autour de la team, ça c'est cool avec le thème derrière d'Alan Silvestri, ça c'était cool, tu vois. Et ben là il n'y a rien de tout ça, aucune iconisation, ça aurait pu être sympa avec le fond, le ciel rouge en plus, tu vois, avoir un beau plan de caméra, une bonne musique, que dalle. Puis de toute façon Flash il est dégueulasse, à lui seul il aurait saboté l'image, tu vois. Ce Flash à lui seul il aurait pourri la scène épique avec les membres de la GL, quoi, franchement. Ah non, Flash, franchement il me reste là, quoi. Fallait pas caster Ezra Miller, quoi. Moi j'aurais casté un mec baraque, assez grand, athlétique, pas baraque mais athlétique, voilà, athlétique, genre avec des grandes jambes, parce que c'est un coureur, et le crâne rasé, tu vois, mon Flash, mon Barry Allen, je lui aurais fait un crâne rasé, pour le côté aérodynamique, tu vois, je sais pas, et puis pour se démarquer des autres qui ont des cheveux, tu vois, enfin je sais pas, tu vois, si tu veux pas faire complètement comme dans le comics, tu peux avoir des petites idées, des petites trouvailles comme ça. Moi, j'aurais fait un Flash crâne rasé, athlétique, grand, voilà. Ça aurait eu plus de gueule que cette merde là. Je sais pas, quand je dis merde, je parle pas d'Ezra Miller, je respecte le gars, voilà, mais que le personnage d'Ezra Miller. Je parle pas de l'acteur, hein, je manque pas de respect aux gens comme ça. Je parle de quand j'insulte des gens, j'insulte les rôles, j'insulte les personnages qu'ils jouent, j'insulte pas les acteurs. J'ai du respect quand même, c'est des êtres humains. Hein. Voilà. Donc comme j'expliquais, j'ai l'impression qu'il y a toujours l'ombre du Comics Code Authority qui plane cette fois-ci non pas sur les comics mais sur les films parce qu'il se passe rien, il n'y a jamais personne en danger et ça me casse les couilles. Pas de Green Lantern dans un film de Justice League, ça me fait chier aussi. Superman qu'à moitié. Ce film me fait chier. Voilà. 8 sur 20. 8 sur 20 parce qu'il y a quand même 2-3 trucs qui sont pas trop mal. Bref, en attendant la Snyder Cut, Inch'Allah.